un bombardier américain largua une bombe nucléaire dans l'océan Atlantique en plein jour, à quelques kilomètres des côtes américaines. La bombe ne fut jamais retrouvée, et personne, officiellement, ne sait encore où elle se trouve. George Schairer n'était pas un espion. Il était ingénieur chez Boeing, un homme de calcul et de soufflerie, habitué aux chiffres et aux blueprints. Mais en 1945, il se retrouva dans une situation que peu d'ingénieurs américains auraient pu imaginer. Debout dans un laboratoire d'aéronautique allemand abandonné, au milieu des décombres d'une science que la guerre venait d'interrompre brutalement. Les chercheurs avaient fui, les machines étaient froides, mais les données, elles, étaient encore là. Ce que Schairer trouva sur les tables de ce laboratoire allait changer l'histoire de l'aviation mondiale. Des résultats de soufflerie sur des ailes en flèche, des courbes aérodynamiques que personne en Amérique n'avait encore explorées à cette échelle. Il comprit immédiatement ce qu'il tenait entre les mains. Il emballa les documents, les envoya directement au siège de Boeing à Seattle et rentra aux États-Unis sans attirer l'attention. Ce geste discret, presque banal dans le chaos de l'après-guerre, allait donner naissance à la machine la plus paradoxale de la guerre froide. Boeing avait déjà commencé à réfléchir aux bombardiers à réaction avant même que l'armée américaine ne formule une demande officielle. En décembre 1944, l'United States Army Air Forces publia un cahier des charges précis, un bombardier à réaction capable d'atteindre 885 km/h en vitesse maximale, avec une vitesse de croisière de 720 km/h. Boeing, Convair, Glenn Martin et North American soumirent leurs propositions. Chacune reçut un contrat de développement. Mais les ingénieurs de Boeing avaient un avantage que les autres n'avaient pas, les données volées dans ce laboratoire allemand. Avec les résultats de Schairer et la nouvelle soufflerie haute vitesse de Boeing, l'équipe conçut une aile en flèche à 35 degrés. Rien de comparable n'existait encore en Amérique. Les moteurs furent placés dans des nacelles suspendues sous les ailes, une disposition qui modifiait radicalement la dynamique de vol et libérait le fuselage. Le cockpit en bulle transparente abritait le pilote et le copilote en tandem. Le navigateur, qui faisait également office de bombardier et d'opérateur radar, était installé dans le nez de l'appareil, sans aucune visibilité extérieure dans les versions ultérieures. 3 hommes, une machine que personne n'avait encore vue voler. Le 17 décembre 1947, le prototype roula sur la piste de Boeing Field à Seattle. Holden Whittington, l'un des ingénieurs principaux du projet, regardait la machine s'éloigner vers le bout de piste. Il avait participé à chaque calcul, validé chaque courbe, signé chaque plan. Et pourtant, à cet instant précis, il n'était pas certain que l'appareil allait décoller. Le pilote Robert Robbins, aux commandes ce jour-là, partageait ce doute. Avant de s'installer dans le cockpit, il avait murmuré une prière, demandant que les 2 heures à venir se passent bien. Ce n'était pas une formule de style, c'était la peur d'un homme face à une machine dont personne ne savait encore vraiment ce qu'elle était capable de faire. L'appareil décolla. Il vola 27 minutes, de Seattle jusqu'à Moses Lake, en plein désert de Washington. Robbins revint changé. Ce qu'il avait ressenti aux commandes n'avait rien à voir avec ce qu'il avait connu jusqu'alors. La machine répondait comme un chasseur, légère aux manches, précise, presque vivante. Quelques mois plus tard, le pilote d'essai Chuck Yeager, qui venait de franchir le mur du son, prit les commandes du prototype à son tour. Il nota dans son rapport que l'appareil était si aérodynamiquement pur qu'il avait eu du mal à le poser sur le lac asséché d'Edwards Air Force Base. Trop rapide, trop glissant, trop parfait pour s'arrêter. En 1949, le Stratojet traversa les États-Unis en moins de 4 heures, à une vitesse moyenne de 977 km/h. Aucun chasseur soviétique ne pouvait l'intercepter par l'avant ou par les côtés. Il n'avait besoin d'un armement défensif qu'à l'arrière, car c'était le seul angle depuis lequel un ennemi pouvait espérer le rattraper. Sur le papier, le B-47 Stratojet était invulnérable.
Mais ce que les généraux de l'Air Force n'avaient pas encore compris, ce que les chiffres et les records ne montraient pas, c'est que cette perfection aérodynamique allait se retourner contre ses propres équipages d'une manière que personne n'avait anticipée. Et le pire n'arriverait pas au-dessus de l'Union soviétique. 2032 appareils construits, plus de 200 perdus en accident, 464 morts, pas un seul abattu par l'ennemi. Le 3 septembre 1948, l'United States Air Force signa un contrat formel pour 10 appareils de série. Le nom était désormais officiel, Stratojet. Et derrière ce nom élégant se cachait une ambition qui dépassait de loin celle d'un simple bombardier. Le Strategic Air Command, créé l'année précédente, cherchait une arme capable de frapper Moscou depuis les bases américaines en Europe et au Proche-Orient, de rentrer et de recommencer. Le B-47 était cette arme. À partir de 1953, il entra en service actif. En 1956, l'Air Force alignait 28 escadres de Stratojet, soit des centaines d'appareils répartis sur des bases en Alaska, au Groenland, à Guam, au Maroc, en Espagne et au Royaume-Uni. La France, depuis ses propres bases, observait cette architecture de dissuasion se déployer à ses frontières avec une attention mêlée d'inquiétude. Le tiers de la flotte était en alerte permanente. Les avions stationnaient sur des rampes adjacentes aux pistes, pleins de carburant, chargés d'armes nucléaires, équipage à portée de signal. La doctrine s'appelait MITO, Minimum Interval Takeoff, décollage à intervalle minimal. Les appareils se succédaient sur la piste à 15 secondes d'intervalle. 15 secondes. Le temps de vérifier un cadran, d'ajuster une manette, de respirer une fois. Derrière chaque Stratojet qui décollait se formait un mur de turbulence et de fumée noire, produite par les systèmes d'injection d'eau des premiers moteurs à réaction. Le pilote suivant décollait dans ce chaos sans visibilité, en faisant confiance aux instruments et à l'entraînement. On pouvait croire que le danger principal venait de l'extérieur, des chasseurs soviétiques, des missiles sol-air, de la DCA. Mais les archives racontaient une autre histoire. Le B-47 était extrêmement exigeant à piloter. Pas difficile dans le sens où un débutant ne pouvait pas le prendre en main, mais difficile dans le sens où il ne pardonnait aucune inattention, à aucun moment du vol, pendant des missions qui duraient parfois plus de 24 heures. Le cockpit en tandem isolait le pilote du copilote. Le navigateur, enfermé dans le nez sans fenêtre, travaillait seul. La coordination entre les trois hommes reposait entièrement sur la radio et sur des procédures mémorisées. Quand une urgence survenait, cette coordination pouvait s'effondrer en quelques secondes. La vitesse elle-même devenait un piège. Si un pilote, distrait par une instruction radio ou par une correction de cap, laissait l'appareil accélérer au-delà d'un certain seuil, il atteignit une zone où les gouvernes perdaient leur efficacité. À cette vitesse, le Stratojet ne répondait plus. Il continuait, droit devant, indifférent aux commandes, jusqu'à ce que quelque chose cède. Les pilotes appelaient ça le point de non-retour. Pas une métaphore, une réalité physique inscrite dans les manuels de vol, avec une vitesse précise au-delà de laquelle le crash était inévitable. 200 appareils perdus, 10% de la flotte totale, 464 hommes tués, aucun par une main ennemie. L'Air Force continua d'envoyer ses équipages en mission. Ce que personne ne disait publiquement, c'est que certains de ces appareils ne volaient pas seuls quand ils s'écrasaient. Certains emportaient autre chose. Et le 5 février 1958, au-dessus de la côte de Géorgie, cette réalité allait cesser d'être un secret de dossier classifié pour devenir un problème que ni l'armée ni le gouvernement américain ne sauraient résoudre. Un avion de l'Air Force largua une bombe nucléaire dans l'océan Atlantique. Le commandant de bord fut décoré et le gouvernement américain déclara officiellement qu'il n'y avait aucun danger. Le 5 février 1958, un B-47 Stratojet décolla de la base de Homestead en Floride pour un exercice de combat simulé. À son bord, un équipage de 3 hommes et une bombe à hydrogène Mark 15, 3440 kg, 4,50 m de long.
la bombe la plus puissante que l'Air Force ait jamais embarquée sur un bombardier moyen. Elle était transportée sans son initiateur nucléaire, la capsule fissile nécessaire pour déclencher la réaction en chaîne. Sans cette capsule, la bombe ne pouvait pas provoquer d'explosion nucléaire. C'était la procédure standard, et c'était, officiellement, une garantie absolue de sécurité. À haute altitude, au-dessus de la Géorgie, le Stratojet croisa un F-86 Sabre dans le cadre de l'exercice. Les deux appareils se rapprochèrent à plusieurs reprises pour simuler des passes d'interception. Puis, lors d'une manœuvre, le F-86 heurta le Stratojet. Le choc arracha une partie du fuselage du bombardier. Le pilote du chasseur éjecta immédiatement et atterrit sain et sauf. Le Stratojet, lui, était toujours en vol, mais gravement endommagé. Un moteur était mort, la structure avait souffert. Et dans la soute, 3440 kg de bombes attendaient la suite des événements. Le commandant de bord tenta une première approche sur la base de Hunter Field, en Géorgie. L'appareil était trop instable pour se poser. Deuxième tentative, même résultat. Troisième tentative. Le pilote sut à ce moment qu'il ne pourrait pas poser l'avion avec cette masse en soute. La bombe devait partir. La procédure autorisait, dans des circonstances extrêmes, le largage en mer d'une arme nucléaire non armée. Le commandant reçut l'autorisation. Il vira vers l'est, longea la côte sur quelques kilomètres et largua la Mark 15 dans les eaux peu profondes au large de l'île de Tibi, à environ 20 km de Savannah. Puis, il posa son appareil sans encombre. On pouvait croire que l'affaire s'arrêtait là. Une bombe inerte, sans capsule nucléaire, au fond d'une baie peu fréquentée. L'armée lança des recherches, plongeurs, sonars, dragage. Les opérations durèrent près d'1 an. La bombe ne fut pas retrouvée. En avril 1959, l'armée classa l'affaire et annonça officiellement que l'arme ne représentait aucun danger pour les populations. Mais ce que l'armée ne dit pas, ce que les documents déclassifiés révèlent décennie après décennie, c'est que la Mark 15 sans initiateur nucléaire n'était pas une simple masse inerte. Elle contenait plusieurs centaines de kilogrammes d'explosifs conventionnels et une quantité significative d'uranium enrichi. Pas suffisant pour une explosion nucléaire. Suffisant pour contaminer plusieurs kilomètres carrés si l'enveloppe venait un jour à se corroder et à se rompre. Les autorités locales de Savannah le savaient, certains experts militaires le savaient. Et en 1997, une étude indépendante commandée par l'État de Géorgie conclut que la corrosion progressive de l'enveloppe constituait un risque réel et croissant. L'armée répondit qu'une nouvelle recherche n'était pas justifiée. Le fond marin avait bougé, les sédiments avaient recouvert l'épave depuis près de 40 ans. Retrouver la bombe causerait peut-être plus de dégâts que la laisser en place. Tybee Island est aujourd'hui une station balnéaire. Les touristes s'y baignent, les enfants jouent sur la plage. Et à quelques kilomètres au large, sous plusieurs mètres de vase et de sable, quelque chose attend. Mais l'histoire du Stratojet et de ses secrets ne s'arrêtait pas au fond de cet océan. Pendant que l'armée cherchait sa bombe perdue au large de Savannah, d'autres B-47 volaient vers l'est, vers une frontière que personne n'était censé franchir. Des pilotes américains photographièrent les bases militaires soviétiques depuis l'intérieur de l'espace aérien soviétique. 2 de leurs avions furent abattus. Le gouvernement américain ne reconnut jamais ces missions. Pendant que le scandale de Tybee Island dormait dans des dossiers classifiés, le Strategic Air Command utilisait le Stratojet pour une mission d'une toute autre nature. À partir de 1952, des B-47 modifiés pour la reconnaissance photographique commencèrent à pénétrer l'espace aérien soviétique. Pas le long des frontières, à l'intérieur, au-dessus des bases, des usines, des sites de lancement de missiles balistiques intercontinentaux que les soviétiques construisaient dans le secret de leur steppe. Ces appareils n'emportaient pas de bombes. Leur soute était remplie de caméras, de capteurs atmosphériques capables de détecter les résidus de détonation nucléaire et de matériel d'interception électronique. La vitesse du Stratojet était censée le rendre intouchable.
À haute altitude, à près de 1000 km par heure, aucun chasseur soviétique de la première moitié des années 50 ne pouvait l'intercepter à temps. C'était le raisonnement de Washington, et pendant plusieurs années, il parut juste. Les appareils revenaient avec des milliers de clichés, des images des silos, des images des pistes, des images de ce que personne en Occident n'avait encore vu de si près. Le renseignement américain construisit sur ces photographies une bonne partie de sa compréhension de la capacité nucléaire soviétique. Puis, les soviétiques améliorèrent leurs chasseurs, et leurs DCA, et leurs procédures d'alerte. Un B-47 de reconnaissance fut endommagé, 2 autres furent abattus, 7 membres d'équipage moururent, 2 survécurent et furent capturés. Ils passèrent des mois dans des prisons soviétiques avant d'être relâchés lors d'échanges discrets dont aucune des 2 parties ne souhaitait parler publiquement. Washington continua de nier officiellement l'existence de ces missions. Les familles des pilotes morts reçurent des explications vagues, accidents d'entraînement, défaillances techniques. Rien dans les documents officiels ne mentionnait l'Union soviétique. On pouvait croire que le silence américain était simplement une posture diplomatique classique, une précaution de guerre froide sans conséquences réelles. Mais les documents déclassifiés progressivement depuis les années 90 révèlent autre chose. Les soviétiques savaient exactement ce que faisaient ces appareils. Ils avaient identifié les routes, les altitudes, les fenêtres de survol. Ils laissèrent délibérément passer certains vols pour analyser les capacités des capteurs américains et comprendre ce que Washington cherchait vraiment. Chaque fois qu'un stratojet photographiait une installation, les soviétiques savaient quelles installations avaient été vues et pouvaient en déduire ce que les Américains ignoraient encore. Le renseignement qui avait coûté 7 vies et 2 prisonniers était peut-être, en partie, exactement ce que Moscou avait voulu montrer. Le programme fut arrêté en 1956, officiellement pour des raisons techniques. En réalité, parce que les pertes devenaient impossibles à justifier en interne et que le U-2, un avion espion d'une conception radicalement différente, prenait le relais. Mais avant que le programme se ferme, les capteurs atmosphériques des stratojets avaient collecté quelque chose d'inattendu dans les couches supérieures de l'ère soviétique. Quelque chose qui força Washington à réévaluer en urgence le calendrier nucléaire de Moscou. Ce que les analystes lurent dans ces données, personne ne le rendit public avant 20 ans. Et quand la vérité sortit, elle expliqua des décisions prises dans les années 60 que le monde entier avait regardées sans comprendre pourquoi. Le stratojet ne fut jamais abattu par l'ennemi. Il fut retiré du service parce que ses propres créateurs ne savaient plus comment vivre avec ce qu'il avait fait. En 1963, le phase-out officiel commença. En 1966, le dernier B-47 quitta les escadres du Strategic Air Command. Ce n'était pas une retraite glorieuse, c'était une sortie discrète, presque honteuse, pour une machine qui avait pourtant tenu debout toute l'architecture de la dissuasion occidentale pendant plus d'une décennie. 2032 appareils construits, plus de 200 perdus sans qu'un seul ennemi ait tiré le coup fatal. 464 morts en temps de paix, dans des exercices, dans des erreurs de procédure, dans des nuits d'épuisement au-dessus de l'Atlantique. Les données atmosphériques collectées par les stratojets de reconnaissance entre 1952 et 1956 avaient révélé quelque chose que Washington refusait d'admettre publiquement. Le programme nucléaire soviétique avançait bien plus vite que prévu. Les échantillons d'air prélevés dans le sillage des essais soviétiques montraient une cadence de détonation, une sophistication des engins qui dépassait les estimations des services de renseignement. C'était cette information, et non la seule technologie, qui précipita la course aux armements des années 60. Les décisions budgétaires, les programmes de missiles, la doctrine de réponse massive révisée à la baisse puis reformulée, tout cela découlait en partie de ce que des hommes épuisés, enfermés dans des nez d'avions sans fenêtres, avaient mesuré à des altitudes où l'air soviétique conservait encore la signature des bombes qui venaient d'exploser. La bombe de Tybee Island, elle, ne fut jamais retrouvée.
En 2004, une équipe de recherche indépendante localisa ce qu'elle identifia comme une anomalie magnétique, correspondant aux dimensions et à la composition d'une marque 15, à environ 5 mètres sous les sédiments, dans une zone correspondant aux coordonnées du largage de 1958. L'armée américaine examina les données et conclut qu'une opération de récupération comportait plus de risques que de les laisser en place. La bombe resta où elle était. Elle y est probablement encore aujourd'hui. L'enveloppe en acier, exposée depuis 67 ans à l'eau salée et aux pressions des marées, ne sera pas éternelle. Les habitants de Savannah ont posé la question à leurs élus. Les élus ont posé la question à Washington. Washington continue de répondre qu'il n'y a pas de danger immédiat. L'immédiat est une notion relative quand on parle de décennies. Ce que le B-47 Stratojet laisse derrière lui n'est pas seulement une révolution aérodynamique. L'aile en flèche à 35 degrés que George Scherer avait rapportée d'un laboratoire allemand abandonné est aujourd'hui présente sur chaque grand avion commercial qui décolle dans le monde. Le Boeing 747, l'Airbus 320, chaque appareil qui survole Paris ou Marseille chaque jour trace dans le ciel la descendance directe de cette idée volée dans les ruines de la guerre. Le Stratojet n'a pas simplement changé la doctrine militaire américaine. Il a redessiné la forme de l'aviation civile mondiale pour les 100 prochaines années. Mais l'ingénieur Withington, qui avait regardé le prototype rouler vers la piste en 1947 sans être certain qu'il allait voler, n'avait pas imaginé que cette même machine serait un jour décorée pour avoir largué une bombe nucléaire dans l'océan, célébrée pour des missions que le gouvernement nierait pendant 20 ans. Et retirée du service, non pas parce qu'elle était dépassée, mais parce que ses équipages mouraient plus vite que l'ennemi ne pouvait les tuer. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous faites partie des rares personnes qui connaissent la vraie histoire du Stratojet. Pas la version des musées et des communiqués officiels, mais celle des archives déclassifiées, des familles de pilotes sans réponse et d'une bombe qui attend toujours au fond de l'Atlantique. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui croit encore que la guerre froide s'est terminée proprement. Et dites-nous dans les commentaires, est-ce que l'armée américaine devrait récupérer cette bombe aujourd'hui, quel qu'en soit le coût, ou est-il trop tard pour changer quoi que ce soit ?